Mesdames et messieurs, préparez-vous à plonger dans le chaos de la pensée, à traverser les déserts de la raison et à naviguer dans les eaux tumultueuses de la vérité. Dans cette arène où les idées deviennent des armes, deux géants s'apprêtent à s'affronter pour une bataille qui promet d'être plus intense qu'un cataclysme cosmique. Accrochez-vous à vos sièges parce que ce duel va secouer vos certitudes et peut-être même renverser tout ce que vous croyez savoir. Mes chers amis, mes chers camarades, mes chers spectateurs, mesdames et messieurs, dans le coin à gauche, René Descartes, le cartésien inébranlable, le stratège du doute, le champion de la raison, l'homme qui a osé douter de tout pour tout reconstruire sur des fondations plus solides que jamais. Je pense donc je suis une simple phrase qui a bouleversé le monde. Mais ce soir, il ne se contente pas de philosopher dans une chambre tranquille. Il est prêt à tout donner, à prouver que la clarté et la méthode peuvent triompher de la confusion et du chaos. Serez-vous du côté de la logique rigoureuse, mesdames et messieurs, de la méthode et de la certitude absolue? Et dans le coin droit, les amis, Friedrich Nietzsche, le destructeur d'idoles. Il ne respecte rien ni personne, surtout pas les anciennes vérités. Avec son marteau philosophique, il fracasse les dogmes, renverse les valeurs et crie au monde que Dieu est mort, mais que les vraies batailles ne font que commencer. Nietzsche, le poète du chaos, le prophète de la volonté de puissance, est ici pour tout détruire et peut-être tout recréer. Vous êtes prêts à plonger dans l'inconnu, à embrasser le chaos et la création? Voici les enjeux de ce soir. 3 rounds vont bouleverser votre esprit, les amis. 3 rounds incroyables. Round numéro 1, la connaissance et la vérité. Qui a raison sur la vérité? Est-elle une certitude que l'on découvre ou est-elle multiple, changeante, une perspective parmi tant d'autres? Descartes va tenter de nous convaincre que la vérité est claire, distincte et certaine. Nietzsche va tout faire pour nous persuader que la vérité est un jeu de masques, un champ de bataille de perspective. Quel camp allez-vous soutenir? Le round numéro 2. L'être humain, raison ou volonté de puissance. Qu'est-ce qui définit vraiment l'être humain? Sommes-nous guidés par la raison, maîtres de notre destin, capables de contrôler nos passions? Ou bien sommes-nous des forces brutes, des volontés de puissance cherchant constamment à se surpasser, à imposer notre vision du monde? Descartes prône la maîtrise par la raison. Nietzsche, la libération des instincts. Lequel de ces deux gladiateurs de la pensée a raison? À vous de décider. Et le round 3, Dieu et la métaphysique. Dieu, illusion ou réalité? Est-il le garant de la vérité et de l'ordre de l'univers, ou bien une vieille fable destinée à consoler les faibles? Descartes s'accroche à l'idée d'un Dieu parfait, un être suprême, garant de toutes nos certitudes. Nietzsche, lui, détruit cette idée et annonce que nous devons créer nos propres valeurs dans un monde sans Dieu. Un chaos métaphysique pourrait-il écourter ce round? Tout est possible. Préparez-vous à voir des coups philosophiques que vous n'avez jamais vus, à entendre des arguments qui vont faire exploser vos idées reçues. Qui l'emportera ce soir dans l'arène de Super Philo? Que le meilleur penseur triomphe. Mesdames et messieurs, préparez-vous à ce duel titanesque dans l'arène philosophique. Je vous ai présenté les candidats au duel le plus sanglant de l'histoire de la philosophie. Descartes, le stratège du doute. Descartes, le philosophe aux multiples visages, celui qui a choisi le doute comme arme et l'aiguille de sa boussole comme épée. Né en 1596, à La Haye en Touraine, Descartes n'est pas qu'un simple penseur mais un véritable gladiateur de l'esprit, formé chez les jésuites. Il apprend très tôt à manier la rigueur intellectuelle comme un sabre japonais affûté, traquant chaque incertitude comme un samouraï pourfend ses ennemis. Sa quête? Ne rien laisser au hasard, absolument rien. La moindre faille est un point d'attaque pour lui. Et son fameux cogito ergo sum n'est pas qu'une simple phrase, c'est son cri de guerre, son kamemaha métaphysique qui foudroie l'ignorance.
Mais attention, Descartes, c'est aussi un maître tacticien dans l'ombre. Passant des nuits entières dans la solitude glacée de l'Europe, il forge sa méthode comme on bat le fer rouge. On le trouve sous la neige de l'hiver allemand, élaborant ses théories en secret comme un alchimiste qui distille sa pierre philosophale. C'est là, entre deux batailles militaires où il servait comme mercenaire, oui, cet homme a vraiment tout fait, qu'il décide de mettre la raison au sommet de tout. Pour lui, la philosophie n'est pas seulement une discipline, c'est un combat, un duel à mort avec l'erreur. Et parlons de ses adversaires. Aristote, une vieille relique qu'il balaye d'un revers de main. Pour Descartes, les théoriciens et les théories périmées du stagirite n'étaient que des statues de pierre prêtes à être renversées. Merci Lisa pour les roses. Montaigne, juste un sceptique trop peureux pour se battre dans l'arène de la vérité. Descartes a pris ses essais et les a tournés en ridicule, affirmant que douter de tout sans chercher de certitude, c'était comme entrer dans un duel sans épée ni bouclier. Il ne s'est pas arrêté là, non, il a défié les grands de son époque et les a surpassés avec une confiance froide, calculée, implacable. Mais ce n'est pas un combattant solitaire. À ses côtés, sa coach, merci les amis, Élisabeth de Bohême. Sa partenaire philosophique le pousse à aller plus loin, toujours plus loin. Leurs échanges épistolaires ne sont pas que des simples lettres, mais des katas de la pensée, des entraînements où chaque question qu'Élisabeth donne à Descartes est un coup porté qui le pousse à se renforcer, à perfectionner son dualisme corps-esprit. Elle n'est pas qu'un coach, elle est la forge, où son esprit devient acier. Son scepticisme éclairé le défie sans cesse. René, comment ton âme immatérielle influence-t-elle ton corps? Elle sait où frapper et où il doit répondre. Ensemble, ils forment une équipe redoutable, une combinaison de cerveau et de feu qui brûle tout sur son passage. Oh, vous êtes chaud, oh, vous êtes chaud. Ce soir, Descartes entre dans l'arène non pas comme un simple homme qui doute, mais comme un homme qui sait que le doute est sa plus grande arme. Prêt à tout pour prouver que la raison peut conquérir même les ténèbres les plus profondes de la pensée humaine. Descartes est là pour montrer que le cogito n'est pas juste un début, mais le commencement d'une domination intellectuelle totale. Qui osera se mesurer à lui? Mes amis, Friedrich Nietzsche, le destructeur des idoles. Préparez-vous à rencontrer Friedrich Nietzsche, destructeur des idoles, né en 1844 à Rocken, Prusse. Nietzsche est un guerrier de la pensée, un philosophe qui a pris l'arène de la philosophie par la tempête. Contrairement aux autres, Nietzsche ne s'est pas contenté d'attaquer les idées, il les a pulvérisées. Avec son style unique, il n'a jamais suivi les règles établies. Nietzsche n'est pas seulement un philosophe, c'est un gladiateur de la pensée, un esprit rebelle qui se bat contre les conventions. Formé aux universités de Bonn et de Leipzig, il a rapidement rejeté le confort de l'académie pour s'engager sur une voie de pensée plus radicale et solitaire. Dans la solitude des Alpes suisses, Nietzsche a forgé ses idées avec la force d'un marteau philosophique, brisant les illusions et les conventions de son époque pour révéler les vérités les plus brutales et les plus audacieuses de la condition humaine. Nietzsche n'est pas arrivé ici sans un parcours parsemé de duels intellectuels brutaux. Socrate, le maître de la dialectique, a été son premier adversaire. Nietzsche a exposé Socrate comme un symptôme de décadence, utilisant la rationalité pour fuir l'instinct de vie. Platon n'a pas été épargné. Nietzsche a détruit l'idée du topos des idées, du lieu des idées, de l'intelligible de Platon, comme une négation de la réalité tangible et de la force vitale. Emmanuel Kant et son impératif catégorique se sont retrouvés démolis par le marteau nietzschéen qui a vu dans la morale kantienne une trahison de l'individualité et de la créativité humaine. Même Schopenhauer, son ancien mentor, n'a pas pu résister à ces attaques. Nietzsche a transformé la volonté de vivre de Schopenhauer en une volonté de puissance, célébrant non pas la résignation, mais l'affirmation dynamique de la vie.
Dans ce combat sans merci contre les idées préconçues, Nietzsche n'est pas seul. À ses côtés, qui va trouver son coach? Je vous laisse deviner, les amis. Qui va trouver le coach de Nietzsche? Un point de légende à gagner. Pour Descartes, c'est Élisabeth de Bohème, et pour Nietzsche, ce n'est pas Max Stirner, ce n'est pas sa sœur, ce n'est pas Paul Ré, ce n'est pas Didier Deschamps, bien joué Antoine, rigolo. Et non les amis, il reprend donc le mythe des illusions de la caverne. Allez les amis, qui va être le ou la coach de Nietzsche les amis? Un bon point de légende à gagner. Allez-y, entrez dans l'arène. Ce n'est pas Wagner, c'est pas mal Yanis. T'es bon Yanis, t'es un bon. T'es un bon. Ce n'est pas Camus, ça aurait pu, c'est pas mal. Vous êtes des bons, ce n'est pas Heinrich, ce n'est pas Hegesias. Alors, si une femme est coach de Descartes, et si c'était une femme la coach de Nietzsche, ce serait quelle femme philosophe? Quelle est la femme philosophe qui peut être Lou Salomé? Lou Andrea Salomé Frodler gagne un point de légende. Évidemment, il était dur celui-là à trouver apparemment. Bien sûr, c'est Lou. À une fraction de seconde, Inspiration t'aurait pu remporter ce magnifique point de légende. Tout se joue parfois à une fraction de seconde dans l'arène de la vie comme dans l'arène des idées. Dans ce combat sans merci contre les idées préconçues, Nietzsche n'est pas seul. À ses côtés, Lou Andreas Salomé, la muse et la tempête. Une femme aussi complexe et passionnée que Nietzsche lui-même. Leur rencontre à Rome en 1882 a été une explosion de pensée et de provocation. Lou n'était pas seulement une étincelle dans la vie de Nietzsche, elle était une flamme ardente qui alimentait son désir de pousser toujours plus loin les frontières de la pensée. C'est avec elle que Nietzsche a envisagé une vie de création intellectuelle sans limite. Un projet de vie où les idées seraient vécues intensément et sans concession. Lou, connu pour son esprit indépendant et sa capacité à défier Nietzsche, lui a toujours renvoyé un reflet impitoyable de lui-même, l'encourageant à aller plus loin, à ne jamais se reposer sur ses lauriers. Ce soir, Nietzsche entre dans l'arène, non pas comme un simple penseur, mais comme un conquérant prêt à tout renverser sur son passage. Avec son marteau métaphorique, il est prêt à tester chaque croyance, chaque vérité et à détruire tout ce qui sonne creux. Il incarne le refus de la passivité et la célébration de la force créatrice. Son regard est celui d'un lion qui a déjà goûté au sang de ses ennemis et qui ne recule devant rien. Dans cet octogone philosophique, Nietzsche est prêt à frapper non seulement pour gagner, mais pour réinventer la philosophie elle-même. Ce soir, c'est plus un combat, c'est une révolution. Le lieu, les amis, que Yanis a magnifiquement trouvé. Le café Albicerine à Turin, en Italie. Vous le voyez derrière moi, ça se passe dehors devant le café, ils ont mis des guirlandes. Mesdames et messieurs, préparez-vous à une soirée inoubliable dans l'arène intellectuelle de Superphilo. Ce soir, nous sommes réunis dans un lieu chargé d'histoire et de mystère. Un endroit où les murs ont entendu les plus grandes discussions philosophiques de tous les temps. Le légendaire café Albicerine de Turin. Pourquoi ici ? Pourquoi maintenant? Nous avons choisi Turin, cette ville italienne emblématique, pour une raison précise. Connue pour son riche passé intellectuel et artistique, Turin a été un carrefour d'idées, un lieu de rencontre entre les esprits les plus brillants de l'histoire européenne. Descartes et Nietzsche, bien que séparés par 2 siècles, ont tous deux trouvé en l'Italie un refuge d'inspiration et un lieu de créativité. Pour René Descartes, l'Italie représentait un espace d'apprentissage et de contemplation loin des contraintes de la France du XVIIe siècle. Après avoir terminé ses études chez les Jésuites, Descartes a voyagé en Italie, explorant les idées de la Renaissance tout en affirmant sa propre philosophie. C'est dans des lieux comme Rome et Venise qu'il a rencontré des penseurs qui ont contesté ses croyances et lui ont permis de mûrir son approche du doute méthodique. On raconte que c'est lors d'un de ses voyages en Italie qu'il a eu son fameux rêve en 1619, une expérience mystique qui l'a poussé à refonder la philosophie sur une base nouvelle et inébranlable. Quant à Friedrich Nietzsche, Turin fut un véritable sanctuaire philosophique.
C'est dans cette ville qu'il qualifiait de douce et majestueuse qu'il a écrit certaines de ses œuvres les plus radicales, dont Ecce Homo et Le crépuscule des idoles en 1888. Nietzsche trouvait à Turin une combinaison unique de tranquillité et d'inspiration, permettant à son esprit de se déchaîner dans un tourbillon de créativité. Il se promenait souvent le long des boulevards de Turin en méditant sur ses idées révolutionnaires, dont la fameuse notion du surhomme. Dans une lettre à un ami, Nietzsche décrit comment les paysages urbains de Turin lui ont inspiré ses pensées sur la volonté de puissance et la destruction des anciennes valeurs. Et pourquoi le café Albicherine précisément ? Fondé en 1763, ce café est un véritable monument historique, un lieu où l'intellectualisme et la culture se mêlent depuis des siècles. C'est ici que Cavour, l'un des artisans de l'unité italienne, venait prendre son fameux bicherine, une boisson chocolatée locale qui a donné son nom au café. Le café Albicherine a également accueilli Alexandre Dumas, qui s'y arrêtait pour se ressourcer et écrire lors de ses séjours en Italie. Pour Descartes, ce café aurait été un lieu idéal pour se plonger dans des discussions méthodiques et rationnelles, un endroit où la rigueur et la discipline de l'esprit étaient valorisées. Pour Nietzsche, le café Albicherine représente le paradoxe de la tranquillité apparente et de l'agitation intérieure. Assis dans un coin, il aurait pu observer la ville avec intensité, tout en écrivant furieusement ses pensées sur la nature humaine et les illusions de la métaphysique. Le café Albicherine, c'est le symbole de la rencontre entre deux mondes, celui de la certitude rationnelle et celui de la volonté créatrice et destructrice. C'est bien, Lisa, vous êtes chaud ce soir, les amis. Oh là là, on a trouvé un linceul là-bas, oui, tout à fait, à Turin. Excellent, il y a des flammes, inspiration. Allez, on partage, on tapote, on dépasse les 20 000 pour la suite. Et oui, les amis, et je regarde bien sur YouTube. Je ne vous oublie pas sur YouTube, voilà, vous êtes plus nombreux que d'habitude. Bicherine à cause de la boisson, exactement. Voilà, allez, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on est chaud? Je crois que c'est bon, on peut pas être... Bon, il ne reste plus que l'arbitre, hein, les amis. L'arbitre, c'est qui, les amis? L'arbitre, hein? Nous sommes dans les femmes, vous avez remarqué? 2 coachs femmes. Alors peut-être que l'arbitre sera une femme, hein. Si je vous dis que c'est une femme, vous me dites qui, les amis? On a Descartes, on a Nietzsche, et on doit trouver l'arbitre. Ça, c'est 2 points de légende pour celui qui trouve, les amis, parce que c'est énorme. Mais par contre, je vous laisse pas beaucoup de temps, car un dur combat nous attend. Merci Lumière de dire ce que c'est intéressant. Madame de Staël, ça aurait été excellent, Fraudelaire. Excellent, j'aurais adoré. Mais non, parce que Descartes est un peu loin d'elle. Et même si Nietzsche lui a tout pompé. Non, je plaisante, c'est des blagues. Excusez-moi, je dois rester totalement neutre. Vous connaissez mes positions et je vais vraiment rester neutre puisque en fait, je vais juste vous raconter le combat. Voilà, allez, il nous reste 1 minute avant que ça commence. Il faut que vous puissiez trouver... Salut tout le monde, allez on partage, on tapote, on partage, on tapote, on papote. Et l'arbitre, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter l'arbitre légendaire de notre combat de ce soir. Roulement de tambour, brrr, je sais pas faire le roulement de tambour. Tchac, 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 tchac. Mesdames et messieurs, l'incomparable Hypatie d'Alexandrie, philosophe, astronome et mathématicienne. Hypatie est une figure emblématique de l'Antiquité, connue pour son dévouement indéfectible à la recherche de la vérité et à l'éducation. Née à la fin du IVe siècle à Alexandrie, cette femme extraordinaire a défié les conventions de son époque en enseignant aux hommes dans l'une des bibliothèques les plus prestigieuses du monde antique. Hypatie est une pionnière de la pensée libre, ayant courageusement navigué dans les eaux tumultueuses d'une société dominée par des dogmes religieux et des tensions politiques intenses. Vous savez, c'est dans les salles austères et chargées de la bibliothèque d'Alexandrie qu'Hypatie a affiné sa pensée, en jonglant avec les concepts mathématiques les plus complexes, tout en explorant les mystères du cosmos. À une époque où peu de femmes étaient autorisées à s'instruire, elle a surpassé de nombreux hommes de son temps, devenant une figure centrale de la philosophie néo-platonicienne et de la science. Enveloppée dans son célèbre manteau de philosophe,
Hypatie a enseigné à des étudiants de tous horizons, prêchant non seulement la connaissance, mais aussi l'humanité, la tolérance et l'esprit critique. Malheureusement, sa quête incessante pour la vérité et son refus de se soumettre aux dogmes religieux de son époque a mené à sa fin tragique. Elle a été brutalement assassinée par une foule de fanatiques en 415 après Jésus-Christ. Un acte qui a marqué la fin symbolique de l'ère de la philosophie antique. Mes amis, un éclair, un tonnerre vient de rouler ici. Voilà, c'est sous la pluie que les combattants risquent de s'affronter. Ça va être énorme, on se croirait à l'ouverture des JO, les amis. La pluie ruisselle maintenant, c'est incroyable, c'est pas prévu. Ils vont combattre sous la pluie, les amis, assassinés par des coquillages. Wesh, Hypatie, elle va biaiser la bagarre pour Descartes, c'est honteux. Il y a du débat. Mais son côté rebelle peut matcher avec Nietzsche. Revenons à ce soir, les amis. Pourquoi Hypatie comme arbitre? Son engagement envers la rationalité et la méthode pourrait la rapprocher, tu as raison Frodler, de Descartes, notre cartésien inébranlable, qui valorise la clarté et la certitude au-dessus de tout. Mais attendez, chers spectateurs, ne vous laissez pas tromper par cette simplicité apparente. Hypatie était aussi une rebelle de l'esprit, toujours prête à défier les conventions et à briser les chaînes du dogme. Elle pourrait très bien admirer Nietzsche, notre destructeur des idoles, pour son courage à renverser les valeurs établies, à s'aventurer là où peu osent aller. On arrive aux 20 000. Question pour le public. Alors, vous pensez qu'Hypatie va favoriser Nietzsche ou va favoriser Descartes en tant qu'arbitre du combat? Elle est trop proche de Ptolémée. Alors, les amis, elle sera séduite par l'audace de Nietzsche, l'audace radicale, ou elle va adorer la rigueur méthodique de Descartes? Descartes parce qu'elle a bon goût. On sent l'influence, les amis. On arrive aux 20 000 tapotages, les amis. Ça se célèbre. Et ceux qui ne comprennent pas ce que je dis sur YouTube, vous pouvez vous rendre sur TikTok. J'ai épinglé le lien. Téléchargez l'application juste pour ce combat. Car à la fin, c'est sur TikTok que vous allez devoir voter, les amis. Que vous allez devoir voter. Et voilà. Le suspense est à son comble. Hypatie donnera le signal. Et ce duel promet d'être à la hauteur de l'histoire qu'elle incarne. Préparez-vous, car le combat intellectuel le plus épique de notre temps est sur le point de commencer. Que le meilleur penseur triomphe, ici, sous les voûtes de ce lieu emblématique et sous une pluie battante, là où le passé rencontre le présent et où la raison affronte la volonté de puissance. Ding, ding, ding! Round numéro 1, les amis, la connaissance et la vérité. Les lumières se resserrent sur l'octogone du café Albicérine, baignant la scène dans une lueur intense qui semble aspirer toute l'énergie de la salle. La foule est frémissante. Les murmures se transforment en un bourdonnement impatient. L'ambiance est celle des grandes nuits où tout peut basculer. Au centre de l'arène, Descartes et Nietzsche se toisent. Une tension palpable entre les deux géants de la pensée. Avant que le gong ne sonne, ils entament une ronde d'observation, chacun mesurant son adversaire du regard, mais aussi dans un dialogue intérieur fébrile. Dans la tête de Descartes, tout commence par le doute, René. Souviens-toi, il n'y a pas de vérité que l'on ne puisse remettre en question. Mais ce Nietzsche, il est dangereux. Sa pensée est un chaos incarné, un labyrinthe sans sortie. Il méprise l'ordre et la raison. Il veut tout détruire pour reconstruire à sa façon. Il méprise l'ordre et la raison, mais je ne me laisserai pas entraîner dans son tourbillon d'incertitude. Concentre-toi. La méthode, c'est ta force. La clarté et la distinction, voilà tes armes. Je dois frapper le premier, et frapper fort. Pas de place pour le désordre, seulement pour la lumière de la raison. Dans la tête de Nietzsche, regarde-le avec ses airs de sage immobile, enfermé dans ses certitudes rationnelles. Il croit qu'il peut tout expliquer avec ses idées claires et distinctes. Il se croit maître de la vérité, mais la vérité n'est qu'une illusion, un masque derrière lequel se cache la peur de l'inconnu. C'est un monde de perspectives, de force, de volonté en lutte. Pas de place pour les règles rigides de Descartes. Ce soir, je vais le montrer. Chaque coup doit être un coup de marteau. Chaque pensée, une détonation qui ébranle ses fondements. Allez, Friedrich, montre-lui ce que c'est que de vivre au bord de l'abîme. Les deux philosophes continuent de tourner lentement, leurs esprits s'affûtant, leur volonté se consolidant
comme des épées prêtes à croiser le fer. La tension est presque insupportable, et le public retient son souffle, et la pluie s'abat comme des lames d'acier. Captif de cette anticipation, chacun fixe les combattants. Elisabeth de Bohême et Lou Andréas Salomé, depuis leurs coins respectifs, observent avec intensité, prêtes à donner des conseils décisifs. Ding, ding, ding. Le gong retentit enfin. Hypatie dit les dernières instructions. Une décharge sonore qui traverse l'air comme un éclair. Descartes attaque le premier avec un pas en avant, prêt à lancer son doute méthodique comme un coup d'estoc. Tandis que Nietzsche esquisse un sourire féroce, prêt à frapper avec la force brute de sa volonté de puissance. Descartes entre dans l'arène avec une attaque décisive. Le saut du doute hyperbolique. Saut S-C-E-A-U. Le saut du doute hyperbolique. Il avance avec détermination. Sa méthode de doute méthodique à l'avant-garde. Je doute de tout, même de mes propres sens, jusqu'à ce que je trouve une vérité indubitable. Une vérité qui ne peut être remise en question. Méditation métaphysique, première méditation. C'est un coup direct. Un uppercut conceptuel visant à ébranler Nietzsche en remettant en question toute prétention à la vérité qui n'a pas été rigoureusement examinée. Descartes frappe fort dès le début. Pour atteindre la vérité, il faut d'abord douter de tout. Et Nietzsche observe, nonchalant, un sourire ironique se dessinant sur son visage. René, toujours le même. Il cherche à bâtir sur des ruines. Mais moi, je te propose un autre chemin, un chemin plus audacieux. Nietzsche réplique avec la salve du perspectivisme. Un mouvement rapide et fluide qui semble imprévisible. Je cite, « Il n'existe pas de vérité absolue, seulement des perspectives façonnées par nos instincts et nos expériences. Par-delà bien et mal, 1886, chapitre 1. » Ce coup est déconcertant. Il remet en cause l'idée même d'une objectivité stable et universelle telle que prônée par Descartes. Nietzsche attaque avec l'idée que chaque vérité, entre guillemets, est relative, influencée par la perspective individuelle. Descartes recule légèrement, mais sa confiance reste intacte. Il riposte avec le direct du cogito. Une attaque fulgurante qui vise le centre de la philosophie de Nietzsche. Cogito ergo sum. Méditation métaphysique 1641, deuxième méditation. Même dans le doute le plus extrême, je cite, « Je ne peux douter que je doute, donc je pense, donc je suis ». C'est un coup puissant, un marteau philosophique qui vise à établir une base inébranlable pour la connaissance. L'existence de soi, comme pensée, est la première vérité indubitable, celle qui survit même au scepticisme radical. Nietzsche, secoué par le coup, ne perd pas son sang-froid. Son sourire s'élargit. Une certitude, demande-t-il, les yeux pétillants de défi. Il répond avec la contre-offensive de l'incertitude. Un coup de pied circulaire qui vise à déstabiliser. Ton obsession pour la certitude, René, relève ta peur de l'incertitude et ta réticence à accepter la nature fluide de l'existence. Ta quête de certitude est une fuite, un refuge contre l'angoisse de l'inconnu. Crépuscule des idoles, 1889, comment le vrai monde a fini par devenir une fable. Nietzsche contre-attaque en dénonçant la recherche des certitudes stables comme une faiblesse, une incapacité à affronter le caractère chaotique et changeant de la vie. Descartes, bien que déstabilisé, refuse de céder. Il rassemble ses forces et frappe avec l'attaque de la clarté et de la distinction. La clarté, je cite, et la distinction des idées sont les critères de la vérité. Seule la raison nous permet de voir clairement et distinctement, de distinguer le vrai du faux. Principe de la philosophie 1644, partie 1, article 45-50. C'est un coup bien calculé, visant le cœur de la philosophie de Nietzsche, en affirmant que sans la clarté rationnelle, nous sommes plongés dans la confusion et l'erreur. Pour Descartes, la raison est l'outil essentiel qui nous permet d'accéder à la vérité. Nietzsche esquive une fois de plus, agile comme un fauve. Toujours la raison, René? Tu crois que c'est elle qui te sauvera? Il prépare son prochain mouvement. Le revers de la tyrannie de la raison. Ta raison n'est pas un guide, mais un tyran. Elle muselle les instincts, étouffe les passions, qui sont pourtant le cœur de la vie humaine. Généalogie de la morale, 1887, deuxième dissertation. Ce coup est comme une vague puissante visant à submerger l'argument de Descartes en critiquant la raison comme une force répressive qui empêche l'expression des véritables instincts vitaux de l'homme. Les deux combattants se regardent intensément, leurs esprits aiguisés sous la pluie battante par ce premier échange. Elisabeth de Bohême
observant Descartes, murmure doucement « René, souviens-toi de ta méthode. Ne te laisse pas déstabiliser par ces provocations, reste sur ton terrain !» Lou Andrea Salomé, avec un sourire énigmatique, encourage Nietzsche. « Friedrich, montre-lui la force du chaos. La vie est bien plus que sa logique étroite. » Le public est en effervescence, pris entre l'admiration pour la rigueur méthodique de Descartes et la force subversive de Nietzsche. Ding, ding, ding! Le gong retentit, marquant la fin du premier round. Les deux philosophes retournent dans leur coin, les poings serrés et le souffle court, se préparant mentalement pour le prochain round. La tension dans l'octogone est palpable. Le public sait que ce n'est que le début d'une confrontation qui pourrait bien redéfinir leur compréhension de la vérité et de la connaissance. Le prochain round promet d'être encore plus intense. Alors que les deux penseurs continuent de croiser le fer dans cette bataille épique d'idées, c'est le moment, mes amis, de nous reposer un peu, de comprendre ce qui s'est passé, de débriefer. Nous sommes dans le premier interlude d'après le premier round. Je réponds à vos questions. Reminder que Descartes est mort d'un rhume. Ah, ça se fight dans les commentaires. On tapote, les amis, on profite de cette pause. On dépasse les 22 000. Allez, les amis, je regarde vos questions sur YouTube et sur TikTok, les amis. Oui, c'est guerrier, bien sûr. Quand on voit la société d'aujourd'hui, c'est bien Nietzsche qui a gagné. Descartes avait raison. Ouh là là, Anton, énorme. Énorme. Donc, Nietzsche a gagné, Descartes avait raison. Je sens que tu le déplores. Raconte-moi un peu ce que t'en penses. Développe ta pensée, pose-moi des questions. Je réponds aux questions. Si vous n'avez pas compris, c'est le moment. Pendant que les deux combattants s'affrontent. Si vous êtes pour Nietzsche et voulez honorer l'esprit, ne votez pas. Nietzsche est toujours à côté du débat et répond pas à Descartes sur le fond. Antoine, waouh! Passionnant. Pourquoi Descartes se prend-il la tête à douter de tout? Il doit avoir un sacré problème de confiance. Ça peut paraître extrême, mais pour Descartes, le doute est un outil méthodique, les amis, pas un problème de confiance en soi. Il utilise le doute hyperbolique pour examiner toutes les croyances possibles et ne conserver que celles qui sont absolument indubitables. C'est ce qu'il appelle le doute méthodique. C'est la première méditation métaphysique. Voilà. Donc en doutant de tout, même de l'existence du monde extérieur et de ses propres sensations, Descartes cherche à atteindre une certitude absolue. C'est ainsi qu'il arrive à sa fameuse conclusion « Cogito ergo sum », je pense donc je suis, qui devient donc le fondement indubitable, dont on ne peut pas douter, de toute sa philosophie. Son but n'est pas de rester dans le doute, donc c'est pas un truc de confiance en soi, on n'est pas dans le développement personnel, Nietzsche est beaucoup plus dans le développement personnel, mais son but est de trouver un point de départ solide pour la connaissance. Quand Nietzsche remet en question l'ego comme force indépendante, il détruit Descartes. Ah là 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 là, il y a de l'anticipation sur les prochains coups, les amis. Allez, on pose des questions, n'hésitez pas. Ne soyez pas timide. Nietzsche, c'est un Mohamed Ali, Descartes, un Rocky Balboa. J'aime bien l'inspiration, c'est vachement bien. Pas de doute sur le gagnant. Mohamed Ali. Ah! Oh, c'est chaud, vous vous affrontez comme ça. Nietzsche dit qu'il n'y a pas de vérité absolue, mais alors comment on peut faire confiance à qui que ce soit? Nietzsche, il n'est pas contre toute forme de vérité, Nietzsche. Il rejette l'idée de vérité absolue et universelle qui serait valable pour tout le monde et partout. Selon lui, ce qu'on appelle vérité est toujours une interprétation influencée par notre perspective, par nos instincts. Nietzsche dira par notre idiosyncrasie, je vous passe le terme, et nos contextes historiques, culturels. Comme il explique, donc c'est par-delà bien et mal, toujours le chapitre 1, la première partie. Pour Nietzsche, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas une seule vérité objective, mais une multitude de vérités, chacune valide dans son propre contexte. Ça signifie pas du tout que tout est faux, ou sans valeur, mais plutôt que nous devons être conscients de la diversité des perspectives et accepter que ce que nous considérons comme vrai peut varier en fonction des situations et des personnes. Donc c'est une invitation à la critique et à la flexibilité de la pensée. Mesure d'établir une vérité universelle. L'intelligence et le chaos sont répressifs, la vérité une religion. Ouais. Nietzsche oppose les instincts à la raison sans parvenir à démontrer que la raison n'est pas. Ça se bataille. Nietzsche se sert justement de la raison pour prouver que la vérité n'est pas unique, donc pas universelle. Il n'y a pas une vérité, mais des vérités. Ah là là, c'est chaud, les amis. Descartes se la joue sérieux avec son cogito, mais pourquoi est-ce si important de savoir qu'on pense? Vous le savez déjà, non. En fait, Descartes veut montrer que le cogito, c'est la première vérité indubitable, à laquelle on peut accéder par la raison. Et dans la deuxième méditation de ces méditations métaphysiques, il soutient que même si un malin génie nous trompe sur tout, il est impossible de douter de sa propre existence au moment même où on doute, parce que le doute lui-même est une forme de pensée.
Et cette découverte, je pense donc, je suis, sert de fondement pour toute autre connaissance pour Descartes. C'est comme dire que même dans le pire scénario où tout est une illusion, il reste un fait irréductible, le fait d'être conscient et de penser. Donc pour Descartes, c'est une base solide sur laquelle bâtir un système de connaissances certain. Il écrit « je suis vérité des vérités ». En quoi c'est rationnel? Oh là là, ça se fight. Oh là là, ça se fight, les amis, c'est chaud. Allez, c'est bon, on est prêt pour la suite. C'est très très chaud, hein. Vous avez très bonne remarque. Nietzsche n'explique pas pourquoi le cogito n'est pas une vérité universelle. Ah, il a des pages contre le cogito. Nietzsche, s'il avait été noir, il aurait été Mandela. Oh non, je dis rien, je ne me prononce pas. Nietzsche balance que Descartes a peur de l'incertitude et utilise la raison comme un bouclier. Est-ce qu'il n'exagère pas un peu? Nietzsche critique Descartes réellement, non pas parce qu'il utilise la raison, mais parce qu'il la considère comme la seule voie vers la vérité et vers ce qu'il appellerait le contrôle. Dans le crépuscule des idoles, Nietzsche soutient que cette obsession pour la certitude révèle une peur de l'incertitude et de l'irrationalité de la vie. Il pense que la raison est souvent utilisée pour dompter les aspects chaotiques et imprévisibles de l'existence humaine, comme une tentative de fuir la réalité complexe et fluide de l'existence. Pour lui, la vraie vie est une danse entre l'ordre et le chaos, et il critique ceux qui cherchent à imposer un ordre rigide à tout prix. Nietzsche, c'est la forme et Descartes, c'est le fond. Gros manque de connaissances sur Nietzsche dans le chat. Mort de rire, les modos épinglent que les jolies phrases sur Descartes. Lisa, t'as pas le droit. Ah non, Lisa, elle a pas le droit, elle triche. Là, c'est la triche de modo. Faut dire qu'ils n'ont pas le droit de voter non plus à la fin. Nietzsche a compris et clashé Descartes dans ses propos les plus profonds. Oh là 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 là, vous êtes dingue. Vraiment, je vais canner. La morale est mortifère. Oh là là, les amis. Oh là là, c'est énorme. On vit quelque chose d'énorme. Ça vous plaît ou pas? On arrive aux 22 000 tapotages promis ou pas, les amis? Ça vous plaît ou pas, les amis? Dites-moi un peu. Allez, donnez-moi de l'amour et du courage, parce que là, le prochain round, ça va être frénétique. Sous la pluie. Si Descartes dit que la clarté et la distinction des idées prouvent la vérité, alors pourquoi tout le monde n'est pas d'accord sur ce qui est vrai? Excellente question. Descartes pense que les idées claires et distinctes sont critères de la vérité parce qu'elles sont perçues directement par l'esprit sans ambiguïté. Et comme il le discute, donc c'est la première partie des principes de la philosophie, je l'ai cité, articles 45 à 50. C'est pas mal, c'est une sorte de petit bréviaire de sa pensée, les principes de la philosophie. Faut pas hésiter à commencer Descartes par là. Donc évidemment, il reconnaît que tous les esprits ne sont pas toujours capables de percevoir les mêmes idées avec la même clarté. Cela dépend de l'état de notre esprit et de notre capacité à appliquer correctement le doute méthodique. Et donc Descartes croit que si tous les esprits étaient entraînés de manière identique et suivaient rigoureusement la méthode, ils arriveraient aux mêmes vérités. Donc dans la pratique, les préjugés, les passions, l'éducation influencent nos perceptions et jugements, ce qui peut mener à des désaccords sur ce qui est clair et distinct, et tu as tout à fait raison, Rudolf, encore, de le dire. Énorme, les amis. Je crois qu'on est prêt pour le deuxième round. C'est bon? Allez, dites-moi qu'on est prêt en dépassant les 22 000. Allez, on dépasse les 22 000, les amis. N'oubliez pas de tapoter, il faut que TikTok chauffe et envoyer ce live à tout le monde. Le deuxième round, les amis. N'oubliez pas, il peut y avoir des KO, mes amis. Ça peut tomber KO. Là, pour l'instant, c'était une sorte de round d'observation. Le deuxième round porta sur l'être humain, raison ou volonté de puissance. Ding, ding, ding. Deuxième round, l'être humain, raison ou volonté de puissance. Les lumières s'intensifient autour de l'octogone du café Albetcherin, enveloppant les combattants dans une aura presque divine. Le public, rivé à chaque mouvement, attend avec impatience la prochaine série de coups intellectuels entre Descartes et Nietzsche. Le premier round a été une bataille acharnée, mais ce n'était qu'un prélude à la confrontation qui s'annonce sur la nature de l'être humain. Le gong retentit, marquant le début de ce deuxième round. Descartes avance le premier, avec une détermination froide. Il est constitué, d'un corps et il va nous le dire. Son esprit aiguisé comme une lame, il lance le coup d'envoi du dualisme. Voilà! Avec une voix claire et autoritaire, voici ce qu'il dit. Je cite, « L'être humain est une res cogitans, une chose pensante. Il est constitué d'un corps matériel, mais surtout d'une âme rationnelle, distincte et supérieure au corps. » Méditation métaphysique, 6e méditation. Les mots de Descartes frappent comme un coup puissant. Il cherche à établir une ligne de séparation nette entre la matière
et l'esprit, entre le corporel et le rationnel. Il croit fermement que l'âme rationnelle, capable de réflexion et de jugement, est ce qui distingue l'humain des autres créatures. Hypatie, l'arbitre, observe attentivement, consciente que cette attaque touche un point névralgique dans le débat philosophique. Dans le coin de Descartes, Élisabeth de Bohème, sa coach, approuve d'un signe de tête. Elle qui a souvent débattu de ces questions avec lui par correspondance. Nietzsche, un sourire ironique aux lèvres, esquive le coup de Descartes avec agilité. Il lance alors la riposte de la volonté de puissance. Nietzsche, je cite, « L'homme n'est pas une simple machine rationnelle, mais une force dynamique, une volonté de puissance qui cherche constamment à se dépasser et à imposer sa propre vision du monde. » Ainsi parlait Zarathustra, deuxième partie. Ce coup est une attaque frontale contre le dualisme cartésien. Nietzsche nie la suprématie de la raison, affirmant que l'être humain est avant tout une force créatrice, animée par des instincts et des passions qui dépassent le simple cadre rationnel. Il considère que la volonté de puissance, cette force fondamentale de la vie, est au cœur de ce qui rend l'homme unique. Lou Andréas Salomé dans le coin de Nietzsche, éclate de rire en entendant cette réplique cinglante, ses yeux brillants d'admiration pour la vivacité de Nietzsche. Descartes ne se laisse pas intimider par la force brute de l'attaque de Nietzsche. Il revient avec une contre-attaque de la maîtrise. Voici! Je cite, « Grâce à la raison, l'homme peut devenir maître, comme maître et possesseur de la nature, y compris de ses propres passions. C'est par la connaissance et la maîtrise que nous améliorons le monde et nous-mêmes. » Discours de la méthode, 6e partie. Il déclare que la capacité de l'homme à comprendre et à contrôler le monde naturel, ainsi que ses propres désirs, est ce qui le distingue et le rend supérieur. La maîtrise des passions par la raison est vue comme une clé de l'amélioration personnelle et collective. Élisabeth de Bohème, se souvenant dans de nombreuses discussions sur les passions humaines, se souvenant de ce qu'il disait, encourage Descartes « Ne laisse pas Nietzsche t'éloigner de la lumière de la raison, René !» Nietzsche riposte immédiatement avec un coup de revers. Je cite, « Cette obsession de la maîtrise est une illusion, un désir vain d'étouffer ce qui est naturel et vital en nous. Les instincts et les passions ne doivent pas être contrôlés, mais intégrés et embrassés. » Fragment posthume. Nietzsche se moque de l'idée de Descartes que l'homme peut et doit dominer la nature et ses propres instincts. Pour Nietzsche, cette vision est une tentative pathétique de refuser l'essence vitale et authentique de l'existence humaine. Les passions sont la seule véritable force motrice de la vie, pas quelque chose à soumettre par la froideur rationnelle. Lou Andréas Salomé l'encourage vivement. « Continue à défier cette vision étriquée de l'humanité, Friedrich !» Sentant le besoin de clarifier sa position, Descartes lance la frappe des passions de l'âme. Je cite, « Les passions ne sont pas nécessairement des obstacles à la raison. Lorsqu'elles sont comprises et maîtrisées par une volonté rationnelle, elles peuvent enrichir notre existence et contribuer à une vie vertueuse. » Passion de l'âme, 1649, première partie, article 44. Descartes soutient que les passions, bien qu'elles puissent parfois déstabiliser, sont aussi des forces qui, lorsqu'elles sont correctement dirigées par la raison, peuvent mener à un équilibre harmonieux et à la vertu. Hypatie, intervenant brièvement, souligne que cette approche pourrait être plus nuancée qu'il n'y paraît. Nietzsche, sentant l'opportunité de porter un coup décisif, déploie l'attaque finale. Oh non ! La soi-disant moralité rationnelle de Descartes, dit-il, n'est rien d'autre qu'une expression de ressentiment, une tentative de ceux qui sont trop faibles pour vivre pleinement d'imposer leur propre faiblesse aux autres. Généalogie de la morale, 1887, première dissertation. Nietzsche rejette la conception de Descartes d'une vie équilibrée par la raison comme étant un symptôme de faiblesse déguisé en vertu. Il voit la moralité traditionnelle comme une tentative des faibles de contrôler les forts, d'imposer une norme qui étouffe les véritables instincts de la vie. Hypatie s'avance, l'arbitre, interposant son autorité pour prévenir que les coups ne deviennent pas trop violents. Souvenez-vous, nous sommes ici pour débattre, pas pour détruire définitivement. Les deux philosophes, haletants, se regardent avec une intensité renouvelée. Le public est en ébullition, divisé entre l'approche rationnelle et structurée de Descartes et la vision dynamique et provocatrice de Nietzsche. Down, down, down. Le gong retentit, marquant la fin du deuxième round. Les combattants retournent à leur coin, préparant leur esprit et leur force pour l'assaut final à venir. Les amis,
Interlude numéro 2 après le deuxième round. C'est à vous de parler, allez-y. Et de tapoter pour arriver aux 26 000. Je veux 2000 dans les interludes à chaque fois. Allez, on y va. Lisa, tu m'as épinglé, mort de rire. Ah là là, Lisa, elle essaie d'être... Ah non, c'est pas toi? Non, c'est pas Lisa. Ah non, Lisa n'est pas maso. Il y a des modérateurs qui sont pas d'accord. Et vous? Alors, des questions, des approfondissements, c'est maintenant, les amis. C'est légendaire ce que vous êtes en train de faire. On est en train d'entrer tous dans la légende de l'histoire de la philosophie, les amis. Nous faisons un match dont tous les philosophes ont rêvé. Voilà, c'est un match, tout le monde aurait aimé y assister. Vous en êtes, donc participez à l'oral, tapotez comme des malades. Nous faisons l'histoire ce soir de la philosophie tous ensemble, avec l'Inex, avec l'intelligence connective. Allez-y, je vois que ça s'agite sur YouTube, les amis. Voilà, je ne sais que penser, je veux dire, voilà, la castration me distingue et me rend supérieur, pas mal, mais c'est... Allez, allez, allez. Il n'y a pas de Hannah Arendt ici, les amis, qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que c'est comme question? Descartes veut qu'on soit juste des cerveaux sur pattes. Mais non, pas exactement. Descartes veut qu'on soit des cerveaux sur pattes. Ça, on me l'avait jamais sorti. Donc non, il croit que la raison est ce qui justement nous distingue des autres créatures. Dans la 6e méditation des méditations métaphysiques, c'est 141, il développe l'idée du dualisme corps-esprit, on vient de le voir. L'âme est une substance pensante, distincte du corps matériel. Pour lui, pour Descartes, l'âme ou l'esprit est ce qui permet à l'homme de penser, de juger et de prendre des décisions rationnelles, contrairement aux instincts ou aux automatismes du corps. Descartes place donc la raison au sommet parce qu'elle nous permet d'accéder à des vérités universelles et de prendre l'ordre divin comme quelque chose de connaissable. On comprend l'ordre divin du monde. C'est une façon de dire que notre capacité de raisonner est ce qui nous rend véritablement humains. Mbappé a du mal au Real. On s'en fiche complètement. Je crois que je suis en crise existentielle, oh là là, de plus en plus proche de Nietzsche. Oh non, Lina, qu'est-ce qui se passe? Il y a des votes qui vont changer ce soir, c'est énorme. Fraudelaire, Lisa n'est pas contente de Fraudelaire, je ne sais pas pourquoi. Il a épinglé, ah bah oui. Ah bah c'est la guerre. Les modos ne peuvent pas voter, donc ils ont compris le truc, ils épinglent. Voilà, ils épinglent. Donc vous pouvez laisser juste épingler 23 secondes, là, voilà, c'est noté. Je trouve que c'est intéressant que les modos pas d'accord épinglent. Descartes guide, c'est la classe. Te raisonne, Nietzsche t'embrouille et déraille. Oh, Jayoun était intéressant. Et pas contente parce que Lina commence à basculer de camp. Elle est prise par le côté lyrique de Nietzsche. Pourquoi Nietzsche ne veut pas qu'on contrôle nos instincts? C'est pas dangereux? Nietzsche pense que les passions sont une expression fondamentale de la vie et qu'elles ne doivent pas être réprimées par une raison tyrannique. Voilà. C'est dans les fragments posthumes, il soutient que les instincts et les passions font partie intégrante de ce qui nous rend humains. Et donc c'est l'opposé de Descartes, et qu'en acceptant ces passions plutôt qu'en les combattant, nous pouvons vivre de manière plus authentique. Pour Nietzsche, contrôler les passions comme le propose Descartes, c'est tenter de refuser l'essence vitale et créatrice de l'existence. Il croit que c'est en intégrant nos passions, en leur permettant de s'exprimer de manière constructive, que nous trouvons notre véritable force et vitalité, et on évite ainsi de vivre une vie domptée, une vie domptée et stagnante. Voilà, pour le romantisme nietzschéen. Et d'autres questions, avidine d'un mec du XVIIIe siècle. Attends, vive la schizophrénie, dit Inspiration, c'est énorme. Il y en a qui basculent, c'est énorme. On arrive vers les 26 000 likes, il faut tapoter les amis. C'est énorme. Descartes, des cerveaux sur pattes, ça c'est trop drôle. Descartes pense vraiment qu'on peut maîtriser la nature, mais avec tout ce qui se passe avec le climat, c'est une très bonne question. Descartes, c'est dans le discours de la méthode, 6e partie, il voit la raison comme un outil pour devenir comme, il dit bien comme, parce que c'est Dieu le vrai, comme maître et possesseur de la nature. Il pensait que la science et la technologie guidées par la raison pouvaient nous permettre de comprendre et de contrôler le monde naturel. Cependant, ce point de vue est remis en question aujourd'hui, tu as raison de le souligner, notamment à cause des défis écologiques actuels. La maîtrise de la nature a conduit à des avancées technologiques et scientifiques incroyables, merci Descartes, mais aussi à des conséquences inattendues comme le changement climatique. Cela montre que la vision cartésienne de la domination de la nature a des limites et que le contrôle total peut être illusoire et même dangereux. Et ouais, c'est un point ça, ouais. C'est important, Nietzsche est poète et ça me plaît. Oh non, Lina! Je dis rien. Non, je dis rien. J'ai pas le droit de dire non, j'ai pas le droit de dire oui, vous faites ce que vous voulez. Par contre, vous tapotez pour arriver à 26 000, pourquoi ça ne tapote plus? Nietzsche est contre toute morale ou juste celle de Descartes? Nietzsche ne rejette pas totalement l'idée de discipline, au contraire.
mais il est contre la répression totale des instincts et des passions. Et d'ailleurs, il lit mal Descartes. Nietzsche a mal lu Descartes quand il critique Descartes. C'est la grande spécialité de Nietzsche, c'est de mal lire les philosophes. Gilles Deleuze disait que les philosophes s'enculent et se font des bébés dans le dos. C'est Gilles Deleuze qui le dit. Donc c'est pour dire qu'en fait, on fait des entourloupes aux philosophes quand on veut les critiquer. Et Nietzsche est un spécialiste de ça. Dans la généalogie de la morale, la première dissertation, Nietzsche il va critiquer la moralité chrétienne et les philosophes qui prônent la suppression des instincts naturels. Donc pour Nietzsche, les passions et les instincts sont des forces naturelles qui doivent être intégrées et sublimées, pas réprimées, pas étouffées. Il prône une approche où les instincts sont canalisés de manière créative et ça permet à l'individu de se dépasser et de réaliser son potentiel. Donc Nietzsche est pour une forme de contrôle, mais un contrôle qui permet l'expression et l'intégration plutôt qu'une répression pure et simple. Ça, mais c'est la forme poétique qui compte. Ah, c'est pas la forme poétique qui compte, dit Alina. C'est un match philo, bien sûr. Ben oui, il le réfute, pas complètement, il le nuance. Ouais, tout à fait. Ce ne sont pas des présupposés, mais des axiomes. Oh là là, c'est chaud, vous êtes fort. Ça tapote plus, alors peut-être que mon compteur s'est arrêté. Moi, je suis arrêté à 24 200. Mais peut-être que c'est faux. C'est faux, ok, d'accord. C'est donc un bug, donc je pense que vous tapotez, c'est bien, on est à combien? Bon, ok. Pourquoi Descartes veut contrôler les passions? On ne peut pas juste les laisser vivre. Le ressentiment, alors c'est un concept central pour Nietzsche, et il le décrit dans la généalogie de la morale dans la première dissertation. Donc pour lui, le ressentiment, c'est justement une réaction émotionnelle des faibles contre les forts, à ceux qui ne peuvent pas exprimer leur puissance ou leur volonté directement. Au lieu de cela, ils internalisent leurs ressentiments et créent des systèmes de valeurs comme la moralité chrétienne selon Nietzsche, qui célèbrent des qualités comme l'humilité, comme la soumission. Et ils voient ça comme une manière de renverser les valeurs des forts pour rendre la faiblesse et la soumission comme des qualités morales. Pour Nietzsche, le ressentiment empêche l'expression authentique de la volonté de puissance et limite le potentiel humain en glorifiant la faiblesse et en diabolisant la force et l'autonomie. Tous les champs scientifiques contestent les thèses cartésiennes. Ah oui, ah là là, les passions improvisent l'intelligence. Oh là là, c'est fort ce que vous dites. Vous êtes en plein clash, c'est incroyable, incroyable. Est-ce qu'on est prêt pour le round numéro 2? Je regarde partout, les amis, je laisse pas YouTube en peine. Voilà, Descartes, mes vrais buts, dépasse ma volonté, voilà, lol, bigot lambda. Mais non, mais oh là 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 là. C'est le dernier round, les amis, c'est le 3e. Merci pour les cadeaux. Descartes, je te mets parce que TikTok t'a censuré. Descartes ne plaît qu'aux simplistes. Oh là là, vous êtes d'une violence dans les commentaires. Le vote final va être terrible. Il y en a qui ont misé dans le combat. Allez, on y va. Pourquoi, quand on dit cartésien, c'est plutôt moche? C'est pas moche, cartésien, c'est rationnel. Après, c'est vrai qu'il y a l'idée d'un excès dans cartésien, c'est devenu péjoratif, précisément parce qu'il y a eu le romantisme. Cette vague, vous savez, où la raison, finalement, est tombée de son piédestal pour valoriser les instincts, la nature, le vertige. Et voilà, le vertige, ça donne aussi pas mal de choses terribles dans l'humanité, le vertige. Voilà, je deviens folle. Ah ouais, lumière, elle est déchirée. Allez, on y va. Bang, 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 bang. 3e round, Dieu et la métaphysique. L'octogone du Café Beach-Erin est plongé dans une atmosphère de tension palpable. Le public est captivé et il attend avec impatience le dernier round qui promet d'être le plus intense. Descartes et Nietzsche, leurs esprits acérés et leur volonté fermement ancrée, se préparent pour une confrontation décisive sur les notions de Dieu et de la métaphysique. Les projecteurs illuminent la scène, créant des ombres dramatiques autour des deux philosophes. Le gong résonne et marque le début du dernier round. Descartes, toujours rigoureux et méthodique, avance avec une détermination inébranlable. Il ouvre ce round avec l'assaut ontologique en frappant fort dès le début. Je cite, « L'idée d'un être parfait implique nécessairement l'existence réelle de cet être. Une perfection qui n'existerait pas serait une contradiction. » Méditation métaphysique, 5e méditation. Cette déclaration est une offensive puissante, un coup de massue métaphysique destiné à ébranler les fondations de la pensée de Nietzsche. Descartes insiste sur le fait que l'idée même de Dieu, en tant qu'être parfait, doit inclure l'existence, car une perfection qui n'existerait pas ne serait pas parfaite.
Dans le coin de Descartes, Élisabeth de Bohème l'encourage et lui rappelle leur correspondance où ils ont exploré les profondeurs de la métaphysique de la raison. Reste concentré, René, montre-lui la force de la logique et la rigueur intellectuelle. Nietzsche, avec une énergie explosive, répond avec le coup de marteau des arrière-mondes. Ouaya ! Il réplique sans hésitation, je cite, « Dieu est mort, nous l'avons tué. Et avec lui, les arrière-mondes, fini le recours à des valeurs transcendantes pour consoler les faibles. » C'est le Gai Savoir, un peu remanié, livre 3, fragment 125. Nietzsche frappe fort, balayant l'argument de Descartes d'un revers de la main. Pour Nietzsche, la croyance en Dieu et en des arrière-mondes est une illusion, une échappatoire pour ceux qui ne peuvent affronter la réalité brute de l'existence. Cette déclaration résonne dans l'arène comme un coup de tonnerre, une attaque directe contre les fondements même de la philosophie de Descartes. Lou Andrea Salomé, son coach, l'encourage d'une voix ferme. « Friedrich, ne laisse pas cette illusion de certitude t'aveugler, poursuis l'assaut !» Descartes, légèrement ébranlé, mais pas vaincu, se recentre et lance le bouclier du garant de vérité. Avec calme et précision, il déclare « Dieu est le garant de la vérité. Sans lui, nous ne pouvons être certains de la véracité de nos idées claires et distinctes. Il est fondamental pour toute entreprise philosophique ou scientifique. Principe de la philosophie, première partie, article 14. Pour Descartes, Dieu est plus qu'une simple entité transcendantale. Il est la fondation sur laquelle repose toute certitude et tout savoir. Sa défense de Dieu comme garant de la vérité est un pilier essentiel de sa philosophie. Élisabeth de Bohème lève un poing en signe de soutien. Oui, René, rappelle-lui que sans un fondement divin, il n'y a que le doute et le chaos. Nietzsche, le visage marqué par une détermination féroce, riposte avec l'attaque du nihilisme actif. Détruire les idoles, y compris celles de Dieu, est nécessaire pour créer de nouvelles valeurs. Il est temps de forger notre propre sens, loin des illusions anciennes. Crépuscule des idoles, le problème de Socrate. Pour Nietzsche, la destruction des croyances métaphysiques n'est pas une fin en soi, mais un moyen de libérer l'humanité pour qu'elle puisse créer de nouvelles valeurs. Son nihilisme est actif, une force de transformation plutôt qu'une simple négation. Hypatie, voyant la tension monter, s'approche légèrement, prête à intervenir. Le combat intellectuel devient de plus en plus intense. Les coups échangés deviennent plus féroces. Descartes, qui cherche à récupérer le terrain, lance le contre de la morale provisoire. Ouacha! Citation. En attendant de découvrir des vérités plus sûres, je propose une morale provisoire, guidée par tes principes simples et pratiques. La croyance en Dieu soutient cette morale, offrant un cadre pour vivre avec intégrité et prudence. Discours de la méthode, troisième partie. Descartes propose une approche prudente et pragmatique, une morale provisoire fondée sur la croyance en Dieu jusqu'à ce que des vérités plus solides soient établies. Il cherche à montrer que la foi et la raison peuvent coexister dans un cadre de recherche de la vérité. Élisabeth de Bohème hoche la tête, satisfaite de la stratégie prudente de Descartes. Continue René, reste sur cette voie. Mais Nietzsche n'est pas impressionné. Il se prépare à lancer le coup de grâce de la transvaluation des valeurs. D'une voix forte et impérieuse, il déclare « La morale chrétienne n'est qu'un moyen pour les faibles de contrôler les forts. Nous devons transvaluer toutes les valeurs, créer une nouvelle morale basée sur la force, la créativité et la volonté de puissance. » Généalogie de la morale, deuxième dissertation. Cette attaque est un coup dévastateur. Nietzsche critique l'idée même de la morale chrétienne et propose une refonte totale des valeurs, les amis. Il appelle à une renaissance, une réinvention de la morale fondée sur la force et la volonté de puissance, et donc la force au sens artistique du terme, créatrice du terme, plutôt que sur des principes dogmatiques et faibles. Son intensité est telle que Descartes vacille soudainement. Le sol se dérobe sous ses pieds. Il s'effondre, tombant lourdement sur le dos. Un murmure de choc parcourt la foule. Hypatie s'approche rapidement, commençant un décompte. Les amis, c'est énorme. 1, 2, 3. Élisabeth de Bohème, voyant son champion au sol, crie d'un ton désespéré « René, relève-toi, souviens-toi ce que tu défends, souviens-toi de tout ce que tu défends !» 4, 5. Descartes étendu sur le sol, sent la froideur du marbre sous lui et l'urgence de la situation. Ses pensées sont embrouillées, mais il se rappelle soudainement la certitude qui l'a toujours guidé.
Une étincelle de détermination traverse son regard. Avec un effort immense, il roule sur le côté, appuyant une main tremblante contre le sol pour se relever. Il se redresse lentement, titube, mais tient debout, soutenu par ses forces et ses convictions. Le face-à-face final, les amis, les yeux de Nietzsche s'illuminent de respect, mais aussi d'une volonté farouche de poursuivre. Il se prépare à lancer une nouvelle attaque, mais Descartes, maintenant debout et résolu, lève la main, prenant un instant pour parler. La raison et la foi ne sont pas des ennemis, Nietzsche. Elles sont les deux ailes qui nous portent vers la compréhension de l'univers et de nous-mêmes. Nietzsche sourit, reconnaissant le courage de Descartes. Peut-être, René, mais je préfère danser avec le chaos et la création plutôt que de me reposer sur des illusions confortables. Les deux philosophes se préparent pour un dernier assaut, mais le gong retentit marquant la fin du combat. Bang, bang, bang. La foule éclate en acclamations, applaudissant la bravoure et la ténacité des deux combattants. Épuisés mais invaincus dans leur esprit, Descartes et Nietzsche se regardent avec un respect mutuel, sachant que ce combat était plus qu'une simple confrontation d'idées, c'était une exploration des profondeurs mêmes de la philosophie et de la nature humaine. Interlude numéro 3. J'attends vos questions, les amis. Incroyable, les amis. Je suis d'accord avec lui, il veut juste faire... Oh là là, c'est énorme, les amis, c'est incroyable. C'est d'être pour Descartes. Mais non, les amis, allez, on répond aux questions. Allez, on répond. On reprend notre souffle. Je reprends mon souffle. Je suis en nage. C'est incroyable ce qui se passe. Je pose le micro pour vous répondre. Et on va faire les votes juste après. C'est le moment décisif, les amis. Allez, c'est le moment décisif. Le round a laissé le public dans un état d'excitation frénétique. Les échanges intenses entre Descartes et Nietzsche ont soulevé de nouvelles questions brûlantes parmi les spectateurs. Les commentaires affluent sur les réseaux sociaux. Voici 5 questions pour le public. Voilà, je vous en prends juste 5. Allez-y, posez des questions. 5 maxi, hein. Il n'y a pas un vote entre deux. Non, il y a les explications de ce qu'on vient de voir, les amis. Si vous étiez pour Descartes, et si ce qu'il vous a dit vous a troublé, c'est le moment de préciser. Vous pouvez faire gagner des points à vos champions si vous me faites parler d'eux. Donc posez-moi des questions sur vos champions pour que j'éclaire un peu les choses. Vous comprenez, il faut utiliser ces interludes. C'est votre façon de mener le combat. C'est par votre questionnement que le combat continue quelque part. Parce que on comprend mieux les philosophes, on s'attache un peu plus à eux. Hein, donc n'hésitez pas. Je peux voter pour les deux. Connais-toi toi-même. Eh oui, Gnotis et Automne, les amis. Vous voyez où nous mène la morale de Descartes, elle nous a... Allez, inspiration sous forme de questions. Elle n'a pas rendu le monde meilleur. Oh, la morale de Nietzsche, je ne sais pas si elle a amélioré le monde non plus. Hein. Les forts, les faibles. Calme-toi. Ok, pas ok pour opposer raison et passion comme je suis faible. Un plus pour Descartes. Descartes est pareil au dogmatique spirituel. Nietzsche est un vrai phénix. Oh là là, Lina, ça, Descartes croit vraiment qu'un Dieu parfait doit exister juste parce qu'il peut l'imaginer. Sérieux? C'est vrai que c'est un peu plus complexe que ça, le coup de Dieu et Descartes. Voilà, merci Rudolf. Descartes utilise ce qu'on appelle l'argument ontologique pour l'existence de Dieu. Donc dans la 5e méditation des méditations métaphysiques, il dit que si nous avons l'idée d'un être parfaitement parfait, cet être nécessairement exister parce qu'une perfection qui manquerait d'existence ne serait pas vraiment parfaite. Il s'agit d'un argument a priori, je vous renvoie à saint Anselme, ce qui signifie qu'il repose uniquement sur la logique et non sur l'expérience. Pour Descartes, l'existence est une caractéristique nécessaire de la perfection, donc un Dieu parfait doit exister par définition. C'est une vieille tradition argumentative, c'est pas Descartes qui l'a créée. Je trouve que la rébellion de Nietzsche n'est pas sage, mais pas injustifiée non plus, du coup je sais pas. Oh là là, Nietzsche ne cherche qu'à donner une liberté pleine à l'humain pour se dépasser, Descartes l'élimine. Oh, ça fait mal! Pourquoi Nietzsche dit que Dieu est mort? On l'a tué ou quoi? Non, Nietzsche n'est pas en train de parler d'un meurtre littéral, il parle de la perte de la foi collective en Dieu, et dans les valeurs de la morale absolue que la religion a fournie pendant des siècles. C'est dans le Gai Savoir, un livre de 1882, livre 3, donc je répète, fragment 125, c'est ça. Donc quand Nietzsche dit Dieu est mort, il parle de la fin de la croyance en un fondement divin ou transcendant pour des valeurs morales. Cette mort, entre guillemets, signifie que les anciennes valeurs, autrefois considérées comme éternelles et universelles, ne tiennent plus, ce qui pousse l'humanité à créer de nouvelles valeurs et de nouvelles significations par elles-mêmes. Jaoun, clarté illusoire, Nietzsche est mort, signé Dieu. Ça, c'est la blague, et le premier qui a fait ça, c'est dans Beverly Hills. Comment ça s'appelle? C'est quoi le truc comique anglais ou le générique
Oh, bon bref, peu importe, Descartes pense que Dieu, que Dieu est le garant de la vérité, comment ça marche? Pour Descartes, Dieu est le garant ultime. Et Dieu, mais mes amis, Dieu, ça peut être quelque chose de cosmique. C'est pas Dieu le Père. Hein, il parle pas d'un Dieu chrétien. On parle d'un Dieu métaphysique, les amis. Vous pouvez mettre le cosmos, la nature, l'énigme de l'univers derrière son Dieu. Hein. Donc Dieu, c'est le garant ultime de la vérité parce qu'un Dieu parfait et bienveillant ne nous tromperait pas. Hein. Dans la première partie des principes de la philosophie, article 14 que j'ai cité, Descartes explique que si nous avons des idées claires et distinctes, c'est que Dieu, qui est parfait, nous assure qu'elles sont vraies. En gros, le lapsus. En gros, Descartes croit que notre capacité à penser de manière claire et distincte est une preuve de l'existence d'un Dieu bienveillant et que sans cette garantie divine, on ne pourrait jamais être sûr de la vérité de quoi que ce soit. Pourquoi Nietzsche allie Dieu au christianisme? Parce qu'il critique son temps, et il critique de son temps, c'était vraiment la morale chrétienne qui prévalait, tout simplement. Hein, et puis parce que c'est une morale où c'est un Dieu qui souffre. Hein, un Dieu qui souffre, un Dieu qui a été crucifié, un Dieu de douleur, un Dieu de soumission. Et il va comparer d'ailleurs avec l'islam. Et il dit dans l'islam, il se passe quand même autre chose au niveau de la divinité. Mais nous, on est dans la déploration d'un Dieu incarné qui souffre. Donc il voit ça comme une sorte de hold-up des prêtres pour prendre le pouvoir sur les forts. Les forts au sens de Nietzsche, alors soit au sens métaphorique, ceux qui sont capables d'autonomie et de créer leurs propres valeurs, soit au sens un peu darwinien, d'un darwinisme social. Voilà, il y a toutes les lectures de Nietzsche possibles. Hein. Lecture de droite, d'extrême droite et de gauche. Aimons la vie même quand elle ne nous aime pas. Il faut donc célébrer la vie. Que dit-il sur l'islam? Ça m'intéresse. Je ne vais pas m'étendre trop, mais il dit, grosso modo, qu'il y a une volonté chez les Arabes, une détermination, une volonté, parce qu'on n'est pas dans l'apologie de la souffrance, mais on est dans la grandeur. Et du coup, ça change un peu la donne par rapport à un Dieu souffrant, incarné. Dieu est chrétien, oui, mais pas que. Donc certainement la Torah, lui il s'en prend à ça, hein, et il va même associer même Socrate, et il s'en prend aux Juifs, hein, énormément. Il a des grandes pages sur les Juifs, que moi je juge totalement antisémites, mais après il y a un débat. Mais c'est une question nietzschéenne, en tout cas je vous le dis en toute honnêteté, c'est une vraie question qui est débattue. Mon professeur à la Sorbonne, Alain Renaud, professeur directeur de la Sorbonne, nous disait en cours, Nietzsche est totalement antisémite, lisez donc ces pages et vous verrez. Hein. Nietzsche veut vraiment détruire toutes les valeurs, ça devient pas un peu anarchique tout ça? Alors, il ne veut pas seulement détruire les valeurs pour le plaisir de tout faire sauter. Dans le crépuscule des idoles, le problème Socrate, il parle de nihilisme actif qui est l'idée de détruire les anciennes idoles et les croyances, non pas pour sombrer dans le chaos, mais pour créer de nouvelles valeurs. Il considère que les anciennes valeurs sont devenues des carcans qui limitent la créativité et la vitalité humaine. Pour Nietzsche, la destruction de ces valeurs est nécessaire pour permettre à l'individu de se libérer et de créer de nouvelles significations plus authentiques, plus vivifiantes. Hein. Il y a quelque chose de révolutionnaire au niveau des valeurs, mais révolutionnaire, je vous rappelle les amis, je n'associe rien, mais les nazis, c'était une révolution. Hein. Je veux dire, faire renaître de nouvelles valeurs, ça peut être des terribles nouvelles valeurs, hein, les amis. Je dis juste ça pour que vous... Parce que là, il y a des beaux mots, hein, créer des nouvelles valeurs. Mais attention, lesquelles? Si vous les fondez pas sur la raison, vous les fondez sur quoi, ces nouvelles valeurs? Voilà. Je parlais de l'existence de Dieu, c'est tout. D'accord. Déjà, Nietzsche écrit infiniment mieux que Descartes, avec plus de profondeur. Il écrit en allemand. Je sais pas si tu parles l'allemand de Nietzsche. Hein. C'est quoi cette histoire de morale provisoire chez Descartes? Ça veut dire qu'il a changé d'avis tout le temps? Non. Non. Pas exactement. Donc, dans la troisième partie du discours de la méthode, Descartes propose une morale par provision. Donc, c'est en attendant d'en savoir plus. Vous savez, morale provisoire, c'est je ne peux pas établir toute la connaissance, mais ce que je connais va permettre de guider. Donc voilà, ça permet de guider ses actions avant qu'on dispose de la certitude absolue. C'est comme un ensemble de règles temporaires fondées sur la prudence et la simplicité afin de vivre de manière ordonnée et de progresser dans la recherche de la vérité. Donc pour Descartes, cette morale provisoire est un cadre pragmatique qui lui permet d'agir de façon éthique tout en poursuivant sa quête de certitude plus ferme. Donc ça ne signifie pas qu'il change d'avis tout le temps, hein, c'est pas la morale provisoire, mais plutôt qu'il adopte une approche flexible, pragmatique, en attendant d'établir des principes plus solides. Allez les amis, on est bon là, on peut y aller. Attention, bientôt c'est le vote les amis. Bang, bang, bang. Mesdames et messieurs,
Sous les projecteurs éclatants du café Albicérine, l'atmosphère est dense et vibrante. Hypatie, avec ses yeux perçants et sa posture droite, incarne la sagesse et la justice d'une philosophe ancrée dans la recherche de la vérité et du savoir. Sa robe blanche, immaculée, reflète la pureté de son engagement envers la connaissance et sa voix s'élève, résonnant dans l'arène silencieuse. Mesdames et messieurs, commence-t-elle, son regard parcourant le public enflammé mais immobile, tétanisé par la présence d'Hypatie. Vous avez assisté ce soir à une confrontation monumentale entre deux géants de la pensée, Descartes et Nietzsche. Ce duel n'était pas simplement une lutte de mots, mais une véritable danse philosophique à travers les concepts les plus profonds de notre existence. Elle marque une pause, Hypatie, voilà, elle permet au souvenir du combat de ressurgir dans l'esprit du public. Dans votre esprit, dans quelques minutes, c'est à vous de voter, les amis. Elle nous rappelle le combat. Dans le premier round, Descartes a frappé fort avec son doute méthodique, a cherché à établir la certitude à partir de l'incertitude, tandis que Nietzsche a riposté avec son perspectivisme qui a remis en question l'idée même d'une vérité absolue. Vous avez vu les convictions de Descartes ébranlées par la fluidité des perspectives de Nietzsche, mais il s'est maintenu avec son cogito ergo sum, une ancre face aux tempêtes du scepticisme. Dans le deuxième round, nous avons exploré la nature humaine. Descartes, avec son dualisme, a affirmé la supériorité de l'âme rationnelle sur le corps et a prôné la maîtrise des passions par la raison. Nietzsche, d'un autre côté, a affirmé que l'homme est une force créatrice animée par la volonté de puissance, une énergie indomptable qui ne se plie pas aux diktats de la rationalité. Hypatie continue, sa voix s'élevant pour galvaniser la foule. Et enfin, dans le troisième round, la bataille s'est intensifiée autour de Dieu et de la métaphysique. Descartes a déployé son argument ontologique défendant l'existence de Dieu comme fondement de toute vérité. Nietzsche a répondu avec son célèbre « Dieu est mort », proclamant la fin des illusions métaphysiques et appelant à la création de nouvelles valeurs. Elle prend une profonde inspiration, laissant l'excitation monter parmi les spectateurs. Chacun a porté des coups puissants, chacun a vacillé, mais ne s'est pas effondré. Descartes, l'homme de raison, est tombé, compté jusqu'à 5, mais il s'est relevé, animé par une conviction indomptable. Nietzsche, le philosophe du chaos, a frappé avec la force d'un ouragan, refusant de céder au dogme. Hypatie tend les bras vers le public, son visage rayonnant d'une intensité passionnée. Maintenant, c'est à vous de choisir le vainqueur. Est-ce René Descartes avec sa quête inlassable de certitude et de clarté, ou Friedrich Nietzsche avec son appel à embrasser le chaos et à transcender les limites de la tradition? Votre voix déterminera le champion de cette nuit. Votez maintenant et faites-la entendre. Les amis, le vote décisif arrive à grands pas. Pour qui votez-vous, les amis? C'est parti. 2 minutes pour voter, les amis. Il y a des paris en jeu. Il y en a qui ont tout misé sur Nietzsche. Il y en a qui ont tout misé sur Descartes, les amis. Qu'est-ce que vous me dites? Allez, on y va. Allez, on y va. 5 votes. Pour l'instant, c'est Descartes qui est en tête. 5 votes seulement. Hein, nous sommes 34. On y va, ça continue. L'arène explose en acclamations et en cris passionnés. Voilà, le public se levant d'un mouvement pour soutenir leur philosophe préféré. Les mains se lèvent, les voix s'entremêlent dans un crescendo de suspense et d'excitation, alors que le sort des 2 titans de la philosophie repose entre les mains des spectateurs. Les amis, c'est chaud. 13 votes et c'est Nietzsche qui arrive en tête. 50-50, 16 votes, attention, ça continue. 1 minute. Allez sur TikTok, mes amis de YouTube. Allez sur TikTok, c'est là qu'on vote, les amis. C'est là qu'on vote. Eh oui, Manip, va sur TikTok vite. Il te reste encore 1 minute. T'as le temps de charger l'application, d'arriver sur le live que je t'ai mis épinglé en commentaire. Parce que là, c'est 50-50, les amis. Les votes sont décisifs, les amis. Nous sommes sur la... Je vous mens pas. 17 votes. C'est Descartes qui, d'une seule voix, passe en tête, les amis. C'est hyper chaud. Les amis, encore quelques secondes de vote. Il y en a qui se retiennent pour le dernier moment. Attention, j'ai le cœur qui bat, je vous jure. Descartes d'un seul vote est au-dessus.
Pour l'instant, c'est terrible. 30 secondes, attention. Qui va gagner, les amis? C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. 17 votes. Appuyez sur le dossier bleu, les amis. Le dossier bleu vous amène au vote et vous votez, les amis. Allez-y, allez-y, allez-y. Vaincre n'est pas la véracité, volonté de puissance, c'est un dogme. C'est chaud, les amis. Voilà, un commentaire épinglé pour voter. Descartes. Très drôle, Lisa. Est-ce que ça marchera? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descartes vainqueur! Descartes l'emporte, 21 votes, 57% contre 43%, les amis. C'est énorme! C'est énorme! Il y en a qui ont tout perdu! Fraudler a tout perdu, il a tout misé sur Nietzsche. Et franchement, je suis moi-même étonné. Vous cachiez votre jeu, les cartésiens. Vous cachiez votre jeu, parce que là, j'ai cru vraiment que ça allait du côté de Nietzsche. C'est juste incroyable, les amis, ce qui se passe ce soir. Descartes a gagné, 21 votes, 47%. Énorme, les amis, ce qui s'est passé. Descartes remporte la victoire avec une démonstration de raison inébranlable. Les voix du public sont unanimes. Descartes est le champion de l'octogone, réaffirmant la puissance de la raison et de la méthode face aux critiques dévastatrices de Nietzsche. En défendant la clarté des idées et la nécessité d'un Dieu garant de vérité, Descartes a su convaincre par la solidité de son argumentation. Sa capacité à se relever après avoir été mis à terre montre la résilience de la pensée cartésienne face aux assauts de la critique et du nihilisme. Le public, cherchant des repères stables dans un monde en constante évolution, s'est rallié à la promesse d'un savoir fondé sur la raison et la logique. Nietzsche, bien que battu, a laissé une marque indélébile sur la philosophie contemporaine. Sa critique des valeurs traditionnelles et son appel à la transvaluation des valeurs a inspiré des générations de penseurs à défier les dogmes établis et à chercher un sens plus personnel et plus authentique à la vie. Descartes, quant à lui, a établi les bases solides pour la science moderne et a influencé les philosophes des Lumières, comme Kant, qui ont développé sa vision de la raison en tant que guide moral. En fin de compte, la victoire de Descartes réaffirme l'importance de la clarté et de la méthode, mais Nietzsche reste une figure essentielle pour ceux qui cherchent à repousser les limites de la pensée conventionnelle. Et toi, Vincent, tu en penses quoi en tant que philosophe ? Alors, mes chers amis, duel incroyable. Descartes contre Nietzsche, c'est comme opposer un chirurgien méticuleux à un artiste punk en pleine performance. Entre les deux, je penche plutôt, personnellement, ça n'engage que moi, pour Descartes. Pas parce que j'ai une obsession pour les barbes bien taillées et pour les esprits bien rangés, mais parce que Descartes, lui, savait que la raison n'était pas une dictature de l'esprit. Il était capable de sentir les passions, de comprendre leurs forces, sans pour autant les laisser devenir des tyrans. Son œuvre, Les Passions de l'âme, 1649, en est un témoignage poignant. Il ne prône pas la suppression des émotions, mais leur harmonisation avec la raison. Un type qui savait que la vie humaine est un mélange subtil de logique et de pulsion. Ça me parle plus qu'un prophète du chaos. Alors Nietzsche, alors, vous allez me dire que, voilà, je le descends un peu trop vite. Eh bien Nietzsche, c'est la rockstar de la philo. Provocateur, audacieux et souvent prêt à casser la guitare. Mais à quel prix ? Georges Lukács, dans La destruction de la raison, 1954, a bien mis le doigt sur le problème. Nietzsche ouvre dangereusement la voie à une pensée qui peut basculer, selon moi, selon Lukács, dans l'irrationalisme et dans le proto-fascisme. Et je vous parle même pas de sa sœur, évidemment, Elisabeth Förster Nietzsche, qui a falsifié ses écrits pour les aligner avec ses propres délires antisémites et fascisants. C'est un peu comme dire que la tournée d'un groupe a été sabotée par un manager véreux qui a pris le contrôle de la setlist. Et franchement, Nietzsche n'est pas non plus, mes amis, un champion de la démocratie. Il voyait dans la rationalité collective une faiblesse, une camisole de force. Son mépris pour le dernier homme, celui qui se contente de la sécurité et de la médiocrité, montre bien qu'il n'avait pas de patience pour les masses et leurs petites aspirations banales. Ajoutez à cela sa vision misogyne, quand tu vas chez la femme, n'oublie pas ton fouet, Zarathustra, partie 1 de La vieille et de la jeune femme, et vous commencerez à voir le tableau. Nietzsche, c'est le rebelle, sans
sans cause, mais peut-être aussi sans boussole morale. Alors oui, ce combat est plus qu'un affrontement de titans, hein. C'est une leçon sur la complexité de la pensée humaine. Entre un Descartes qui nous invite à la clarté méthodique et un Nietzsche qui nous pousse à la révolte contre toutes les certitudes, il y a de quoi réfléchir. Mais ce que je retiens, personnellement, c'est que la vraie victoire est celle, ce soir, des idées. Celle qui nous pousse à questionner, à douter et à imaginer des nouvelles façons d'être et de penser. Voilà, à vous de choisir votre camp, certes, mais vous choisissez avec moi ce soir au Café Albitcherine le camp de la pensée. Mesdames et messieurs, philosophes en herbe et amateurs de pensée libre, alors que les projecteurs s'éteignent et que nos combattants regagnent leur coin, une question brûle plus que jamais. Qui seront les prochains à monter sur le ring de Philosophite, les amis, dans Super Philo? C'est vous qui avez le pouvoir de choisir. Vous qui déterminez les duels épiques qui viendront faire vibrer cet octogone intellectuel. Alors, qu'est-ce que ce sera la prochaine fois? Je vous écoute, les amis. Un face-à-face entre Aristote et Rousseau, disputant avec fougue la vraie nature de l'homme et les idées de la société parfaite. Imaginez Aristote avec ses syllogismes bien huilés et son réalisme terre-à-terre contre Rousseau, l'idéaliste passionné qui rêve de l'homme à l'état de nature. Ou peut-être avez-vous envie de voir s'affronter Simone Veil avec un W et Emmanuel Kant sur le ring. Veil, la mystique révolutionnaire, armée de sa compassion et de son sens aigu de la justice, contre Kant, l'imperturbable maître du devoir et de la loi morale. Ça, mes amis, ce sera un combat qui pourrait bien redéfinir le concept même de combat. Chaque bataille ici à Philosophite, à Super Philo, est plus qu'un simple échange d'idées, c'est une invitation à remettre en question, à douter et à explorer les coins les plus sombres et les plus lumineux de la pensée humaine. Et souvenez-vous, ici, ce n'est pas seulement le triomphe d'un philosophe qui compte, mais la danse complexe et élégante de la dialectique, le choc des idées et l'étincelle des esprits critiques. Comme disait Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Mais Descartes, avec un clin d'œil, vous rappellerez sûrement, c'est bien beau, mais encore faut-il le prouver. À très bientôt pour un nouveau combat épique dans Super Philo. Soyez prêts à avoir l'esprit retourné et le cœur battant au rythme des idées. Bonne soirée à tous, il reste 3 minutes pour se dire au revoir.